Je voudrais encore vous demander d'applaudir les panélistes qui viennent de passer. Merci beaucoup, Magda. À travers votre panel inaugural, vous nous avez, nous tous, donné l'eau à la bouche. Vous avez campé le décor. Vous avez, à partir des défis identifiés, proposé des solutions. Mais je suis sûr que ce n'est pas exhaustif. Et donc tout cela va être repris autour des 5 principales thématiques qu'on avait identifiées, que je rappelle, et qui sont la mobilisation du financement, la souveraineté médicamenteuse, la souveraineté vaccinale, la recherche et développement, un enjeu pour le développement de la souveraineté sanitaire, et enfin l'intelligence artificielle et la santé digitale dans le cadre de la souveraineté sanitaire. Mais avant d'aller dans le groupe, alors nous tenons à d'abord parler en public de ce qui interpelle tout le monde. Ce qu'on appelle le nerf de la guerre, c'est la mobilisation du financement. Donc je voudrais pour cela, pour le premier panel qui va se passer ici, alors appeler les 2 principaux modérateurs. Donc je veux nommer le docteur Abdourahmane Diallo, ici présent, sous vos applaudissements. Et le docteur Farba Lamine Sall. Voilà. Donc je vous laisse la parole pour vous présenter et appeler les panélistes. Merci. Alors, juste rappeler que le docteur Diallo a été ministre de la Santé de son pays, la Guinée. Farba Lamine Sall, expert de l'OMS, a été directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il a également été directeur d'hôpital. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Alors, c'est un honneur pour moi d'être co-modérateur de cette session avec le docteur Farba Lamine. Il nous a été demandé d'organiser cette session en 2 langues, l'anglais et le français. Je suis chargé donc de poser les questions en anglais et le docteur Farba Lamine posera les questions en français. Permettez-moi d'inviter nos éminents participants à ce panel. So, please put on your translation devices because I'm actually asked to do this in English. So I would like to kindly invite Mr. Abdourahmane Sarr or his representative from the Ministry of Economy and Plan and Cooperation. Ensuite, so I would like to invite His Excellency Dr. Ahmed Roble Abdoulaye, Minister of Health of Djibouti. Excellences, Monsieur le Ministre. Now it is a great pleasure for me to invite a wonderful woman, Madame Yacine Djibo, the CEO of Speak Up Africa. Yacine was in the room earlier. I don't know where she went. I saw her. Yacine Djibo? Can someone get us Yacine, please? Oh. Dr. Alassane Ba from Expertise France. Sous vos applaudissements, Madame Yacine Djibo. Dr. Moussa Dieng, expert senior en économie de la santé publique à la Banque mondiale. Terrific, ladies and gentlemen. I think we can go on. We can start. So allow me to say a few words of introduction. As you all know,
mobilizing domestic financing mobilizing resources in Africa cannot be achieved without increased efforts to mobilize local and indigenous financial resources. Faced with the demands of external financing and the high dependence on international partners, it is becoming urgent and necessary to set up sustainable, equitable, and innovative indigenous financing systems. These mechanisms must be based on ambitious public policies, better national budget allocation, as well as the commitment of local authorities, the private sector, and civil society. The objective is to guarantee the financial autonomy of health systems, to strengthen their resilience to crisis, and to ensure universal access to care, a cornerstone of African health sovereignty. Ladies and gentlemen, those of us who have been involved in national budget arbitration, we know how challenging this can be for governments. Usually arbitrations happen under the leadership of the Prime Minister or anyone who is in charge of coordinating the government action. Social sectors tend to come at the middle or towards the end. Many of the countries that we are talking about are facing major security challenges, and security challenges are naturally priority over social sectors. In addition to that, we know that the private sector is watching. The private sector would like to be involved, but often the pathway to getting involved in financing the health sector is not clearly defined. Not to mention the critical role of civil society in this whole scheme and the need for reforms within our countries, particularly fiscal reforms, to leverage every possible source of funding to secure sustainable and resilient health systems. So it is in this mix that we have this panel made of very eminent experts to dissect this subject and propose some solutions for us today. With that said, it's my pleasure to hand over to the first moderator for the first question. Over to you. Merci Abdou, et je vais en profiter pour dire bonjour à toute la salle et présenter mes respects à Madame le ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, et me réjouir justement de participer à ce panel important qui traite d'un sujet qui, je le sais, intéresse tout le monde, c'est la question du financement. Le professeur Seck parlait tantôt du nerf de la guerre. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui interpelle le plus tout ce qui évolue dans ce secteur, c'est comment trouver les moyens pour mettre en œuvre les politiques qui sont pensées. D'où aussi cette réflexion que nous devons avoir sur ce que nous devons financer. Parce qu'en réalité, on parle de financement et peut-être qu'on devait aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on finance. On finance des politiques et des programmes. Il faudrait bien aussi, à un moment, qu'on puisse discuter de pertinence de politiques et programmes, de qualité de planification. Tout ceci a un impact sur nos besoins de financement. Je crois qu'aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est que c'est un sujet qui est au cœur de tout ce que nous faisons et nous allons forcément en discuter. Alors, je voulais surtout insister sur la question, le lien très étroit qu'il y a entre souveraineté et financement. On dit souvent la souveraineté a un coût. Si vous voulez être souverain, il faut un minimum d'investissement, il faut un minimum de présence. La souveraineté ne veut pas dire autarcie, c'est sûr, mais ça veut dire dépendance maîtrisée. Il y a des fondamentaux que vous devez assurer, et dans ces fondamentaux, le financement en fait partie. Donc c'est un sujet qui est aujourd'hui très actuel, et quand dans nos pays on parle de souveraineté, je crois qu'il appartient au secteur de la santé de dire ce qu'il faut pour aller à la souveraineté sanitaire. On a une occasion, dans des forums comme celui-là, de réfléchir autour de cette question. Je voudrais est-ce que le représentant du ministre est là? Le représentant du ministre, non? Finalement.
On n'a pas de représentant du ministre. Oh, vas-y alors. Ok. Thank you. Since the representative of the minister is not here, Je suis vraiment désolée de jouer le rôle du technicien. Oh, C'était d'accord. pour que vous parliez dans votre micro, mais comme vous avez dit, je vais d'accord. so the first question is going to the Honorable Minister of Health from Djibouti. Honorable Minister, since 2001 in Abuja, African countries have been asked to allocate 15% of their national budgets to health. OK. Depuis 2001 à Abuja, il a été demandé aux pays africains d'octroyer 15% de leur budget national à la santé. À ce jour, peu de pays en Afrique ont atteint cet objectif. Comment est-ce que votre pays compte faire pour améliorer la mobilisation du financement endogène pour tendre vers la souveraineté sanitaire? À vous, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Dr Diallo. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les éminentes personnalités présentes à ces forums galiens. Bonjour. Je dois d'abord dire que je suis très heureux de participer donc à ces forums galiens hautement importants, un espace d'échange et d'échange d'expériences. Je viens d'un petit pays, Djibouti, qui est en Afrique de l'Est, au bord de la mer Rouge. Je dois dire, le professeur Sall a bien rappelé qu'il y avait un lien entre la souveraineté sanitaire et le financement de la santé. Mais je dois dire que pendant longtemps, le département de la santé était un peu oublié des différentes politiques sanitaires, pendant longtemps. Et c'est bien sûr le Covid-19 qui a réveillé les gouvernements, qui a réveillé tout le monde. Et les gens se sont rendus compte que sans santé, personne ne peut bouger, personne ne peut faire, aucun pays ne peut travailler sereinement, l'économie ne peut pas marcher. Et c'est à partir de là que les gouvernements ont commencé à travailler et à regarder de près la santé. Mon pays dépense de façon directe 7% de son budget à la santé. Mais nous avons également l'assurance maladie chez nous qui dépense à peu près entre 12 à 15% du budget de l'État. L'assurance maladie chez nous est effective depuis une dizaine d'années. Nous avons ce que nous avons appelé l'assurance maladie obligatoire, qui couvre tous les travailleurs, que ce soit privés ou publics, mais également l'assurance maladie universelle, qui couvre les populations vulnérables. Nous avons un programme qui s'appelle PASS et qui donne gratuitement la santé. Ce sont ceux qui cotisent, qui payent pour les personnes vulnérables. Et donc, l'État dépense à peu près 19%, si je peux dire, donc, de ses moyens dans la santé de façon globale. Mais Djibouti fait face à quelques défis. D'abord, nous faisons face à une démographie galopante, surtout en zone urbaine. Mais également, Djibouti est un pays de transit parce que nous sommes entourés d'un certain nombre de pays qui sont en conflit. Et nous avons 3 camps de réfugiés. Et puis, nous avons à peu près entre 1500 à 2000 personnes qui traversent mon pays chaque jour. Ce qui fait à peu près, lorsqu'on additionne les réfugiés et les migrants,
à peu près 30% de la population, parce que mon pays, c'est à peu près 1 million 200, et 30% de la population, l'équivalent, donc rentre chaque année donc, dans ce pays, et disons en quelque sorte, viennent profiter aussi donc, de cette assurance maladie. Nous avons également la problématique de la mer Rouge. Comme vous le savez, le conflit israélo-palestinien touche également cette région de l'Afrique de l'Est. L'Arabie n'est pas loin. Les côtes yéménites, les Houthis et tous ceux qui font en tout cas sont engagés dans un certain nombre d'actions, sont à quelques kilomètres des côtes djiboutiennes. Et ceci a donné une augmentation des coûts des achats des intrants, des médicaments et des consommables. Alors, depuis quelques années, le chef de l'État a mobilisé vraiment et a pris conscience, surtout depuis la baisse drastique et brutale des financements que Djibouti obtenait de l'extérieur, suite aux différentes décisions d'un certain nombre de pays, surtout occidentaux, de réduire drastiquement leurs financements. Le chef de l'État a vraiment décidé de faire une feuille de route sur le financement domestique. Nous avons une feuille de route entre le ministère de la Santé, le ministère du Budget et le ministère de l'Économie et des Finances. Et un certain nombre d'actions certaines sont déjà abouties, d'autres sont sur la table encore. La première chose, d'abord, c'est l'augmentation des coûts ou des dépenses de l'assurance maladie universelle, surtout dans les zones éloignées, surtout couvrir les personnes vulnérables. Ensuite, ce sont les taxes sur certains nombres de produits tels que l'alcool, le khat, les produits sucrés. Ces taxes étaient prises auparavant. Chez nous, il y a un fonds de la jeunesse qui, bizarrement, prenait les fonds dédiés, donc, qui proviennent de l'alcool, des produits sucrés et d'un certain nombre des produits qui rentrent à Djibouti. Nous avons également mis en place des taxes sur les compagnies d'assurance, parce que Djibouti est un pays de transit. Djibouti est le principal port de l'Éthiopie. Nous sommes 1 million d'habitants, mais Djibouti est adossé à l'Éthiopie. L'Éthiopie, nous avons le COMESA, l'espace économique de l'Afrique de l'Est. Et vraiment, Djibouti est la porte d'entrée d'à peu près 300 millions de personnes. Surtout l'Éthiopie, 150 millions d'habitants. Et les principaux ports de Djibouti, donc, aident en tout cas l'Éthiopie et les autres pays environnants. Donc c'est un pays de transit et nous avons beaucoup d'accidents de la route et nous avons mis une taxe sur les assurances, les compagnies d'assurance. Également l'implication du privé sur les dépenses de la santé, surtout les maladies non transmissibles et la vaccination, sous le modèle d'une fondation de la santé gérée par du privé. Et nous sommes en train de mettre en place les mécanismes, mais également des financements religieux aussi, parce que Djibouti est un pays musulman et nous avons le zakat chez nous. Le zakat, c'est un système, vous savez que tout musulman doit à peu près payer chaque année les zakats. Les zakats, c'est 4% de ses ressources, de son patrimoine, doit être payé chaque année. Et avant, c'était le ministère du Waqf, et le ministre du Waqf et des questions religieuses qui prenaient toute cette manne-là. Maintenant, on partage et on commence à partager sur les recettes, en tout cas, de ces zakats-là. Alors, les recommandations, ces questions de financement domestique, ce sont des questions nouvelles.
Moi, ce que j'allais dire, il faut d'abord une prise de conscience sur ces financements domestiques innovants. Nous ne pouvons plus compter sur l'aide extérieure. Et je pense que c'est une très bonne chose aussi. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Et à Djibouti, on le perçoit comme ça. Le fait que ces financements qui venaient de l'extérieur se tarissent, d'une autre façon, c'est une très bonne chose. Parce que les pays comprennent que nous ne pouvons pas dépendre éternellement de l'aide extérieure. Et nous devons, la santé, l'éducation, ce sont des secteurs que l'État doit vraiment s'en charger et l'État doit vraiment, sinon ce n'est pas un État. S'il ne peut pas donner les prestations de santé, l'eau, l'électricité, l'éducation, ce sont des secteurs qui sont incompressibles. Et ça, un certain nombre, en tout cas, de gouvernements prennent conscience. Et nous devons nous prendre en charge nous-mêmes. On ne peut jamais dépendre de l'extérieur. De toute façon, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Autant se préparer maintenant et aller progressivement. Donc, il faut d'abord une prise de conscience de ce financement domestique. Deuxième élément, c'est un leadership nouveau sur ce financement domestique. Également une implication des organisations sous-régionales et l'organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Est qui s'appelle IGAD, c'est à peu près l'équivalent de la CEDEAO, a pris à bras-le-corps le financement domestique. Et nous avons, dans les semaines qui viennent, une réunion très importante à Djibouti sur les financements domestiques qui va réunir les principaux ministres de la Santé et les ministres de l'économie des pays de l'Afrique de l'Est. Également, l'implication du secteur privé est également important. Chez nous, pratiquement tous les nouveaux hôpitaux qui sont construits ou toutes les polycliniques qui sont construites à partir de ces 2 dernières années fonctionnent sous le modèle des PPP, de partenariat public-privé, parce que l'État également ne peut pas tout faire également. Donc il faut également que le privé s'implique et bientôt nous allons ouvrir un centre mère-enfant à Djibouti et nous avons travaillé avec la Banque mondiale, avec le ministère de l'économie pour que cet hôpital également fonctionne, les financements de cet hôpital puissent fonctionner également sous un modèle PPP. Donc voilà ce que je peux dire en quelque sorte. Nous avançons progressivement, ces questions sont des questions nouvelles, mais les gouvernements doivent se prendre en charge sur les dépenses liées à la santé. C'est très important. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Non, pour résumer, un fort engagement politique est nécessaire, des réformes courageuses, donc des réformes fiscales, les taxes sur les produits nocifs et sur les assurances. Et quelque chose d'intéressant, c'est la contribution de la zakat. Je pense que là, c'est vraiment... Je n'ai pas entendu une telle approche de toutes les communications qui ont été faites. Donc, quelque chose qui a retenu, je pense, mon attention et celle de l'audience également. Et vous encouragez un leadership dédié vraiment à cette nouveauté qui est la mobilisation de ressources domestiques et la promotion du partenariat public-privé et aussi la communauté économique régionale, un outil. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Oui, Dr Sall. Merci, Abdou. Je pense qu'on peut maintenant migrer vers Mme Yacine Djibo, à qui nous allons donner la parole pour lui demander de nous présenter, selon elle, la place de la société civile dans le financement de la santé en Afrique. Je crois que c'est une question extrêmement importante. Comment la société civile peut aussi faire partie des acteurs du plaidoyer pour plus de ressources, mais aussi des acteurs soucieux de la transparence dans l'utilisation des ressources et leur bonne utilisation par rapport aux priorités des populations. Madame Yacine, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres présents, chers partenaires et participants. Donc, je pense que la société civile joue un rôle primordial dans le financement de la santé et il y a plusieurs manières par lesquelles la société civile participe. Déjà en tant que catalyseur de changement. Donc, je pense que la société civile fait le lien entre les institutions, les communautés, et c'est un lien qui est absolument nécessaire si on veut que les communautés soient au centre de la réponse. Nous avons également un devoir de veille citoyenne. Je pense que la redevabilité est importante. On a parlé de beaucoup de déclarations qui sont faites, mais qui ne sont pas forcément mises en œuvre et respectées par les gouvernements. Et donc, c'est le rôle de la société civile également de pouvoir rendre nos États redevables. Il y a également la question de l'innovation et de la proximité. Je pense que la Fondation S en a parlé un peu plus tôt dans la session d'ouverture, mais c'est très important de pouvoir être à l'écoute des communautés et c'est la société civile qui peut vraiment mettre de l'avant les innovations, mais également les besoins des communautés et pouvoir nous assurer qu'elles sont prises en compte dans les politiques et programmes de santé. Nous avons également, et nous souhaitons également, en tant que société civile, d'être un réel partenaire de co-création et pas seulement de venir une fois que les politiques sont mises en œuvre, mais vraiment de pouvoir être partie prenante. Nous avons beaucoup entendu au cours des derniers jours l'importance aussi de la jeunesse et que la jeunesse soit partie prenante des politiques et programmes de santé. Et donc, je pense qu'il est important, dans toutes les instances de prise de décision, que la société civile puisse être pleinement représentée et surtout qu'elle puisse aussi participer. Pour ce qui est de nous, au niveau de Speak Up Africa, ce que nous essayons de faire pour pouvoir participer en tant que société civile, c'est vraiment de pouvoir aussi avoir un dialogue structuré entre les différentes parties prenantes, donc aussi bien les gouvernements, les parlementaires, la société civile, pour pouvoir vraiment nous assurer d'un message collectif et de pouvoir avoir un plaidoyer fort. Nous avons également tout ce qui est renforcement de capacité. C'est très important parce que, bon, être à la table de décision, c'est bien, mais il faut y être avec les arguments nécessaires pour avoir un plaidoyer fort et pouvoir être impactant. Je pense qu'il est important également d'avoir des mécanismes de pouvoir participer et de pouvoir s'engager autour des financements. Et quelques exemples peut-être probants dans lesquels nous avons eu à participer, c'est déjà au niveau du Bénin. L'État du Bénin a augmenté son budget national pour la lutte contre le paludisme d'1 milliard à 4 milliards entre 2020 et 2024 grâce à l'action de la société civile et des parlementaires pour pouvoir justement faire ce plaidoyer fort. Nous avons également servi de relais avec le secteur privé, avec l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent avec le groupe Ecobank, parce que les partenariats publics-privés aussi sont très importants et souvent la société civile peut jouer un rôle clé dans le cadre de ce partenariat-là. Et finalement, donc, nous avons une initiative qui s'appelle Les Voix essentielles et qui est une initiative qui met au cœur de l'action les organisations à base communautaire dirigées par des femmes et des jeunes filles. Et nous avons plus de 70 organisations à travers 6 pays francophones aujourd'hui. Et à travers donc, ces instances-là, nous accordons du financement, du renforcement de capacité, du leadership. Et nous avons 36 femmes et jeunes femmes qui font maintenant partie d'instances de prise de décision et qui ont eu à influencer différents processus, que ce soit au niveau du CCM pour le Fonds mondial et d'autres mécanismes de financement. Tout ça pour dire que la société civile a un rôle très important à jouer dans le financement de la santé et que nous pensons que le financement de la santé ne peut pas se faire sans la société civile. Je vous remercie. Merci Mme Yacine. Effectivement, vous avez relevé des points importants et je crois qu'on n'insistera jamais assez sur la nécessité de faire entendre les communautés. La société civile peut effectivement se positionner comme représentante des communautés, la voix des usagers. Alors, généralement, on conçoit des politiques, mais on ne les implique pas. On ne sait pas trop si on répond à leurs attentes. Un point aussi important que vous avez souligné, c'est d'être dans la co-création, donc depuis l'élaboration des politiques. Et je crois que c'est un point
qui est fortement lié aux questions de financement. Je disais tantôt que c'est des politiques et programmes qu'on finance. Si les populations sont impliquées dès le départ, si elles comprennent que les politiques sont conçues pour elles et qu'elles se retrouvent dans ces politiques, pour les faire participer, ce sera moins difficile. Et ça a un lien aussi avec l'assurance maladie obligatoire, vous en avez parlé. Pour que les populations adhèrent à l'assurance maladie obligatoire, il faut qu'il y ait une certitude justement de satisfaction de leurs besoins en termes de qualité de prestations. Vous avez aussi parlé de ce que vous avez fait dans un pays comme le Bénin, où grâce à votre plaidoyer, des ressources additionnelles ont été dédiées à la lutte contre le pollu. Et ce point aussi important d'intermédiaire entre le public et le privé pour amener justement les acteurs du privé à davantage s'impliquer. Je crois que c'est un point aussi que beaucoup de pays devraient mettre à profit au moment où on parle de financement domestique. Donc voilà un peu ce que l'on pourrait retenir de votre présentation qui montre justement qu'il y a beaucoup de choses à explorer dans ce domaine-là et surtout à faire en sorte que les populations se reconnaissent dans ce qu'on fait pour elles. Voilà. Ok, d'accord. Okay. Voilà. Donc, je crois qu'on pourrait valablement passer à l'autre. Merci beaucoup, Dr. Sall. It is now my pleasure to welcome Cynthia Mwase, the Director of Health of the Gates Foundation in Africa. Cynthia, welcome. Cynthia, we have a question for you. We'd like to know how your institution, how your organization is planning to support African countries in mobilizing endogenous resources to achieve health sovereignty. We'll make it easy for you, so it is not just between today and tomorrow, but in the next 20 years. Over to you, Cynthia. Thank you. At least I have 20 years, so it can be one country at a time for the next 20 years. But no, thank you very much, moderator. I think when it comes to supporting countries to mobilize financing, there are a number of strategies that a country can choose to follow, and the Minister of Djibouti has talked about some of them. You can bring in more money, or you can optimize the use of the money that you have. And I'll talk about the second strategy. We have plans for both those areas, but let me start by talking about the current domestic funding that exists. Even before we talk about adding more money, we know that on average, depending on the country, on average, domestic funding is underspent by 13%. And that's being conservative. In some contexts, there's more money that is left on the table. What we are currently doing is supporting countries to be able to make the most use of what they have now. And in the light of reduced funding, countries have realized that this is one of the things that they need to do. And I'll just highlight three things. There is more, but I think three are very useful in terms of exactly what we are doing. Currently, we are supporting some countries with extracting data that gives them the evidence for what they can do to choose the most high impact activities. If your strategy is to reduce the most number of deaths, you need information to know where the deaths are so that you can put the most of your money towards stopping those deaths. Those choices are not as simple as they sound, because if you have a cake, you have no more cake than that cake. So choosing how you divide your cake is extremely critical and has to be based on evidence that you monitor that for sure how we have divided it is the best way to divide it. The second thing that we have done with some countries is to support them to ensure that their delivery units are providing them with the support they need. Most of the governments now and the ministries of health have established a delivery unit.
The delivery unit is supposed to support the minister to ensure that the minister, the deputy directors, the general directors, and the permanent secretaries are informed, are making timely decisions, and are ensuring that money is dispersed at the right time and the money is tracked. Those are all internal things to the ministry. They are not donor related. But the capacity to do this with the urgency that is required is what we are backstopping the ministries with. So delivery units, in sometimes they're called the health transformation units. We go with whatever the country has. The Gates Foundation at this moment is what we are funding. We launched a lot of this work around February, March, when a lot of the money was rapidly withdrawn from countries, because countries needed to be able to make quick decisions about how to manage the crisis. After the crisis, we have continued to support some countries, and we have agreed that over the next 4 years, we will help them until countries have stabilized and they have made the transitions that they need to make. The third one that I want to highlight, which keeps coming up in every panel discussion, has to do with procurement. I'm sure ministers will agree with me that their two biggest cost drivers are people costs and the cost of commodities. And when we have to make a choice, we always choose the commodities because we cannot let the people go without medicines and without diagnostics. And in some cases, we end up not even paying salaries. So what we are working on now is for maternal, child, and newborn deaths and for ending infectious diseases, we are closely tracking where countries are buying their products from and what we can do to ensure that those costs are reduced. The target is to ensure that we can reduce costs by 20 to 50% over the next 4 years of what you are buying. And that you are buying those products from, you are buying quality products. Because in some countries, we've also seen that because substandard products exist, for instance, oxytocin for women, which is needed to stop bleeding, is so poor that actually you need to dose them twice as much as, and that's twice as much the product that you need. So just getting the right products at the best price possible can release more money. So I just gave you 3 of the strategies that we are currently supporting countries very specifically on to better use the domestic funding that exists. It is possible to calculate for yourselves how you are doing on the scale of using your money. And by those calculations, we've seen that in this region, Niger is one of the countries that is doing the best with the money they have. And for them, I think they are almost at 95% efficiency use. So calculating your efficiency as a country is also important because you can see where you can do more with the domestic funding that you have. So, Monsieur Moderator, let me stop there. I could go into a lot of details, but I wanted to start with things that we can actually do starting tomorrow as a partnership. Thank you. Thank you very much, Cynthia. This is actually very, very, very powerful. We keep talking about mobilizing domestic resources. I think this is a different way of looking at things. Yes, do that, but optimize the use of what you already have, and you can gain and save a lot by doing so. You talked about setting up or supporting or strengthening the delivery units or transformation units within the ministry, and making sure that there is visibility in terms of expenditures and accountability for those. So you said calculate your efficiency. Are there any tools that you're actually supporting right now, if I may ask, that countries can use to do this? You actually shared some numbers. I'm sure some countries might be interested in finding out what their efficiency rate is. That is a long calculation, but we do have technical assistance that we provide to countries that they can tap into if they want to be able to do their own calculations, because that depends on your
your domestic funding that's available, and the choices that you have, and your disease burden, because you also have to take into consideration, are you prioritizing malaria, are you prioritizing, and looking at what exists in there. But I can tell you that the things that are really important in maximizing money is the strategies that you choose. The things that you choose to do. For instance, and I keep coming back to malaria in this region because it's the highest cost driver and one of the highest causes of mortality and morbidity. How are you managing your malaria program? What choices have you made? And how much are you spending on the different tools? We know that malaria, for instance, has spraying, has bed nets, you have to do tests, you have to give medicine. Are you giving the right medicine? Because sometimes we see the treatment of basic malaria using medicines for severe malaria. Severe malaria medicines cost more. So even the choices we're making about what we're putting in the pharmacies can help us to reduce cost. So yes, we have some tools. We also can bring to, we are happy to fund other partners who are more experienced. We are working with GFF with the tools that they have already brought to the countries. So instead of creating new tools, your existing partners can also be enhanced to give you the service they've already given you in the past. Thank you very much, Cynthia. Dr. Sal? Je voudrais aussi relever avec vous cette question de l'efficacité du financement domestique. Je crois que c'est une question très importante. Je crois que la plupart des pays seraient candidats à une formation de ce genre parce qu'on parle de plus en plus de ce financement. Il s'agit de s'interroger d'ailleurs quant à l'efficacité de tout le financement. Le financement domestique est un aspect important, c'est sûr, mais il y a manifestement dans nos pays une question que l'on ne peut plus occulter, la question de l'efficacité du financement. Parce qu'on le sait tous, le premier gain, la première mobilisation de ressources, c'est le gain d'efficience. Il faut que nous soyons efficients et ça nous ramène encore une fois à cette discussion que nous n'avons pas souvent. Et je crois que l'Organisation mondiale de la santé pourrait beaucoup aider à cela, discussion de politique et programme. Sommes-nous en train de chercher des ressources pour les meilleures politiques et programmes pour nos pays? Je crois que c'est un point extrêmement important. Maintenant, j'en viens à au docteur Alassane Ba, que j'ai un grand plaisir à retrouver, à lui poser cette question-là. En tant que partenaire bilatéral, voulez-vous nous expliquer l'appui que l'on peut attendre des partenaires bilatéraux et multilatéraux dans la mise en place de la souveraineté sanitaire dans les pays africains? Voilà, docteur Ba, la question que j'ai posée. Ah, c'est bien, ça marche. Écoutez, je voudrais d'abord dire que j'étais très très heureux d'être là avec d'excellentes sommeliers qui sont ici. Professeur Abakolsek, ministre Diallo que je connais, Farba, mais également devant mon petit frère Moussa de la Banque mondiale avec qui on partage beaucoup de valeurs depuis des années par rapport à notre continent. Voilà. Et si vous le permettez, je vais poser la question autrement en fait, mais je vais faire vite, je parle beaucoup, mais je ferai vite. La question c'est, est-ce que nous avons les ressources? Où est-ce qu'on les trouve? Est-ce qu'on peut les pérenniser? Parce qu'on peut les avoir et ne pas les pérenniser, donc fragiliser le système. Et donc si vous le permettez, je ferai un petit contexte pour qu'on se comprenne par rapport en tout cas à mes idées d'amélioration de tout ça. Parmi les contextes, j'ai regardé hier les chiffres de l'OCDE, c'est que la moitié du budget de nos systèmes de santé dans certains pays, c'est de l'aide extérieure. Et l'autre moitié, c'est les ménages. Et donc ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème d'allocation de ce budget-là. Et le deuxième problème, c'est la confiance même de ceux qui utilisent ce système de santé. Parce que souvent, on a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent investir dans le système de santé, en tout cas utiliser le système de santé, mais qui préfèrent aller à l'étranger, donc donner l'argent à d'autres systèmes de santé. Voilà. Ça, c'est un peu le contexte, mais ce modèle, quand même, il faut savoir qu'il a sauvé des vies. Il n'a pas permis de créer une souveraineté sanitaire comme on veut, mais il a créé des vies, puisque ce modèle, tel qu'on le voit, on peut voir Gavi, on peut voir le Fonds mondial, on a sauvé des antituberculeux,
On a géré le sida, on a fait de la vaccination, donc ça a sauvé des vies. Mais malheureusement, ça a créé ce qu'on appelle une dépendance structurelle. Et ça avec 3 fragilités, parce que nos pays n'ont pas pu gérer ça malheureusement, mais j'espère avec toutes ces sommités qui sont dans la salle, on peut trouver une solution. Et la première fragilité, c'est la fragilité budgétaire. Quelqu'un parlait d'Abuja tout de suite. Aujourd'hui, c'est entre 5 et 10%, et on sait que ça doit être 15%. Et la deuxième fragilité, c'est je pense que vous l'avez dit avec vos mots, monsieur le ministre, c'est la fragilité fiscale. C'est pour ça que je posais la question, où est-ce qu'on trouve ces fonds-là? Et la troisième fragilité, c'est ce qu'on appelle la fragilité politique. Parce que souvent, vous savez, c'est dommage que le ministre ne soit pas là, mais quand ils ont un tiers du budget pour payer la dette, un tiers du budget pour de l'investissement sociétal, répondre à la demande sociale, et le tiers qui reste, il faut voir l'armée, l'éducation, la santé, et souvent, ils considèrent que la santé ne crée pas de valeur, alors qu'on sait que sans la santé, on ne développe pas paix. Voilà un peu ces fragilités-là, et qui posent donc une équation que je vous pose aussi. L'équation, c'est que, comment on dit ça? Peu de recettes, dispersion des ressources qu'on a, et pas de pouvoir politique souvent du ministre de la Santé. Et comment on fait pour mobiliser ces fonds dans cette équation à 3 piliers? Et donc l'objectif de cette discussion, je pense que Moussa pourra apporter beaucoup plus, puisqu'il travaille au GFF, c'est comment consolider les recettes et avoir la confiance des utilisateurs de ça. Et donc moi je vois 4 piliers pour faire simple. Le premier pilier, puisque contrairement à ce qu'on dit, on a de l'argent. La question que je posais, l'argent est dans le budget, l'argent est dans la fiscalité, l'argent est dans les privés, mais l'argent est aussi dans la diaspora. Et donc, c'est les 4 piliers qu'on propose. La première chose, c'est la diaspora. Imaginez simplement nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, que si chacun donnait $1 par mois, la manne financière que ça représente, et avec un système de péréquation pour leurs familles restées à l'étranger, je pense que certains hôpitaux n'auront pas besoin de tendre la main à l'USAID ou aux autres, etc. Et le deuxième pilier que je vois, c'est le pouvoir budgétaire du ministère de la Santé. Parce que souvent, ce qui se passe au niveau Ah, sorry. Ça marche là, chef? Tout le monde m'entend? C'est bon. On a vu que le pouvoir budgétaire du ministère de la Santé, c'est au niveau de la planification, de la fragmentation des budgets. J'étais dans un pays, par exemple, on a vu que l'USAID représentait 60% de son budget. Quand ils sont partis, il n'y avait plus rien. Donc au niveau de la planification, de la fragmentation, comment on fait? Et parmi les idées qui sont discutées, c'est d'avoir des guichets uniques, mais également, le ministre Diallo le disait tout de suite, c'est les achats groupés. Parce que les achats groupés permettent quoi? Ça permet de lutter sur ce qu'on appelle les coûts non cachés, les coûts qualité, d'apporter plus de transparence et d'apporter plus de gains, puisqu'on fait des achats groupés. Et l'autre idée, c'est ce qu'on appelle augmenter la recette fiscale et la transparence. Et ça fait des années qu'on parle de digitalisation, ça avance dans certains pays, pas d'autres, mais je pense que la digitalisation pourrait permettre d'accélérer, de capter des recettes, mais d'apporter plus de transparence dans le fonctionnement des systèmes de santé, et donc de gagner de l'argent, parce qu'il y a des coûts non cachés. Et la dernière recommandation, par ma petite expérience, c'est ce qu'on appelle soutenabilité et valeur créatrice du système de santé. Et là, je pense que tant qu'il y aura, comment on dit ça, des cloisons, je pense qu'il faut dire un plan de coalition entre le ministère de la Santé, le ministère du Plan, le ministère des Finances et le Parlement. Comme ça, quand il y a des arbitrages budgétaires, on sait exactement qu'est-ce qu'il faut donner au ministre de la Santé. L'exemple que je donne, je ne sais pas si Michel Sidibé est dans la salle pour finir.
En Guinée, par exemple, Guinée-Conakry, dans la Constitution, ils viennent de mentionner la couverture santé universelle dans la Constitution du ministère. Tout ça pour dire que certes la situation elle est là, mais parmi ces leviers qu'on vient de proposer, que Moussa va travailler dans le détail, on peut non seulement mobiliser des fonds domestiques, ne plus être dans la dépendance, impliquer la diaspora, mais être dans ce que les Américains appellent le VUCA World. C'est un monde qui est volatile, qui est incertain, qui est ambigu, qui est complexe, et que aujourd'hui, dans une situation normale, vous pouvez financer un système de santé, mais si demain vous avez une pandémie, ce n'est pas le même mécanisme de financement. Voilà un résumé, je reste disponible pour discuter. J'ai fait simple parce qu'il n'y a que 5 minutes. Merci, professeur Farba. Merci. Merci, docteur Ba. Je crois que c'est des questions très importantes que vous avez abordées, surtout à l'heure où on parle de souveraineté sanitaire, la confiance en notre système de santé. Je crois que c'est un point extrêmement important. Il nous faut réfléchir dans la gestion de nos systèmes de santé, comment faire pour que nos populations aient confiance. Et je crois que c'est une condition essentielle. On n'avancera pas vers la CSU si on n'a pas un système de santé qui rassure. Nous perdons des solvables qui vont aller se soigner ailleurs. Ce n'est pas tant lié à la qualité des soins en termes de pratique, mais bon, la question de la confidentialité est une question réelle. La question aussi de l'équipement. Je donne souvent comme exemple cette situation assez particulière que l'on vit avec nos amis du Maroc. J'ai un de mes amis en face de moi, ça me fait penser au Maroc. Nous formons les médecins marocains et nous évacuons au Maroc. Et il y a un problème. Il y a un problème et il nous faut aborder ce problème important parce qu'en réalité, la pratique médicale, c'est la rencontre du savoir et de la technologie. Qu'est-ce qui fait qu'on évacue au Maroc? C'est une question de technologie alors, puisqu'ils sont formés ici. Donc, si on parle de souveraineté sanitaire dans un pays, il faut examiner tout cela, comment faire pour que les populations aient confiance dans leur système de santé, comment résorber le gap technologique qui fait que le praticien exerce son art au mieux. Je parle toujours des médecins militaires, parce qu'il y en a ici, qui doivent être très frustrés de faire leur stage au Val-de-Grâce et de revenir ici à l'hôpital de Thiès. Il y a un problème. Et donc il faut travailler à combler ce gap, à renforcer les moyens d'intervention pour que nos personnels exercent au mieux. Et c'est tout cela qu'on appelle le coût de la souveraineté. Vous en avez parlé. Le poids budgétaire du ministère de la Santé pose problème. Dans certains pays, c'est moins de 5%. On ne peut pas parler de souveraineté sanitaire et ne pas y mettre les ressources qu'il faut. La question aussi du financement pérenne, je crois que c'est important de s'inscrire dans le temps. Un point aussi qui me semble important et qu'on n'aborde pas très souvent, vous en avez parlé, et je crois qu'il est bien d'insister là-dessus. Quand on parle de financement domestique, faisons attention à la composition de ces financements domestiques. La caractéristique de nos pays, c'est que les ménages sont superchargés. Dans ce financement domestique, le poids le plus important est supporté par les ménages, qui n'en peuvent plus, qui dépensent énormément et qui ne sont pas satisfaits des services que nous leur fournissons. Donc il nous faut réfléchir à cela. Comment faire pour que ça leur coûte moins et comment faire surtout pour qu'ils en aient pour leur argent. Et si on parle de, comment dirais-je, d'assurance maladie obligatoire, le premier déterminant justement de cette politique, c'est une garantie de prestations de qualité disponible de façon continue sur l'étendue du territoire. Donc voilà le chemin, je crois, par lequel il faut passer. Vous avez relevé aussi un point important, c'est la Guinée, qui a effectivement mis dans sa constitution, à l'article 22, on parle de la couverture santé universelle. Je crois que c'est des choses qu'il faut saluer et les prendre au mot. Il faut prendre au mot les politiques. Quand un politique dit ceci est important, mais à nous techniciens de dire ben voilà ce qu'il faut pour réaliser ce que vous avez dit. Ça ne suffit pas de mettre article 22. Il faut maintenant dire comment justement traduire cet article 22 en plus d'investissement, plus d'écoute pour les populations, plus, encore une fois, d'investissement pour résorber le gap technologique. Donc voilà ce que j'ai retenu de cette présentation
très intéressante. Et aussi un point important, je voulais l'ajouter pour ne pas qu'on l'omette, c'est l'absence très souvent dans nos ministères de clés de répartition du budget entre les différents niveaux. Le niveau central, le niveau intermédiaire et le niveau tertiaire. Et on se rend compte avec cette crise, M. le ministre parlait d'opportunités. Cette crise a permis de voir qu'en réalité, nos États sont quasiment absents à l'opérationnel. Là où les soins se font, l'État est pratiquement absent. Les populations supportent, si je prends l'exemple du pays que je connais le mieux, les populations supportent 57%, les partenaires 17%, l'État n'est qu'à 12%. Il y a un problème. Donc il nous faut renverser cela quand nous parlons de souveraineté sanitaire. Voilà, Abdou. Merci beaucoup, Dr Sall. À présent, je me tourne vers Dr Moussa Dieng, qui est expert, senior économiste et en économie de santé à la Banque mondiale, cette grande banque, la Banque du monde. Docteur, le GFF. Le GFF est un modèle de financement qui lutte contre la mortalité maternelle, infantile et des adolescents dans les différents pays. Quel est l'état des lieux actuels? Quelles sont les leçons apprises et les défis à relever? Mais docteur, comme vous êtes aussi de la Banque mondiale, vous avez écouté les différents avis, les différentes discussions sur ce sujet important qui est celui de la mobilisation de ressources endogènes. Quelles recommandations avez-vous pour nous ici, du point de vue d'un économiste, aussi d'un expert de la Banque mondiale? À vous, docteur. Peut-être je vais vous emprunter le sien. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, modérateur. Excellences, chers participants, chers partenaires aussi. Et je suis vraiment très, très honoré d'être là, de participer à ce panel avec des éminents personnalités, experts aussi dans ce domaine. Et c'est un plaisir de revenir dans ce forum galien où j'ai été à la première session. Donc, je pense que la discussion que nous avons est une discussion qui est très intéressante et qui se pose aujourd'hui au niveau global. Donc au moins la perturbation sur le financement de la santé a remis en avant cette question sur la mobilisation des ressources domestiques, ce qu'on peut au moins saluer. Je voulais un peu revenir sur peut-être ma présentation. Donc, je suis économiste principal au niveau du Global Financing Facility. C'est un mécanisme mondial pour le financement de la femme, de l'enfant et de l'adolescent. Donc, c'est un mécanisme qui a été mis en place en 2015 afin d'accélérer la mobilisation des ressources pour cet agenda sur la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent. Et après 10 ans encore, on remet sur la table cette même question. Donc le GFF n'est pas seulement un fonds qui a été mis en place au niveau de la Banque mondiale, il a été mis en place pour jouer un rôle catalytique, plus ou moins, d'accélérateur, dans le sens de pouvoir permettre la mobilisation des ressources de la Banque mondiale, IDA, IBRD, de s'assurer que aujourd'hui, depuis 2015, on a un ratio de $1 mobilisé par le GFF, il est lié à $7 qui viennent des ressources IDA ou RBI, qui permettent de pouvoir mobiliser plus de ressources sur cet agenda de la santé de la mère et de l'enfant, mais aussi pour la santé de manière globale. Parce que comme vous le savez, dans les pays qui reçoivent des financements de la Banque mondiale, c'est un portefeuille qui est géré au niveau du ministère des Finances et qui répartit aussi les ressources en fonction des priorités du pays,
D'où l'intérêt souvent d'avoir un mécanisme d'incitation pour que plus de ressources puissent aller au secteur de la santé. Et en mettant en place ce dispositif avec un mécanisme de don, parce que le GFF c'est essentiellement du don, en disant par exemple dans la plupart des pays, nous sommes aujourd'hui à 36 pays, que le GFF est prêt à mettre des ressources dans le secteur de la santé si vous mettez des ressources IDA dans votre secteur. Donc c'est un mécanisme qui permet réellement d'assurer qu'on mobilise des ressources pour le secteur de la santé dans son ensemble, parce que autant on adresse la question de la santé de la mère et de l'enfant, autant il y a cette question essentielle du renforcement du système de santé. Donc l'approche du GFF, il est sur le renforcement du système de santé pour que le système soit favorable à adresser les questions de la santé de la mère et de l'enfant. Ceci est important à préciser. Et à ce jour, on peut dire que depuis 2015, c'est 2,5 milliards de dollars qui ont été mobilisés par le GFF, qui a été lié à 11 milliards de dollars des ressources IDA ou RBRD qui ont été mobilisés pour les pays. Donc, pour donner un peu quelques chiffres de où est-ce que nous en sommes, essentiellement. Mais je ne vais pas, j'en suis sûr que ces informations sont accessibles au public et qu'il pourrait peut-être en savoir beaucoup plus sur les résultats. Et j'ai eu le plaisir quand même de rencontrer pas mal d'acteurs dans cette salle-là avec qui nous travaillons très étroitement au niveau de la Banque mondiale et certains pays aussi avec qui nous collaborons. Maintenant, pour revenir sur la question que nous avons aujourd'hui, qui est de voir comment les ressources domestiques peuvent aider sur cet agenda que nous voulons construire en termes de souveraineté et de résilience du système de santé. C'est une question importante et merci, je pense, aux intervenants qui m'ont précédé et merci à mes amis de l'OMS de m'avoir facilité la tâche, parce que tout a été dit, je pense. Mais peut-être revenir tout juste ou répéter certains points clés qui ont été déjà partagés. Parce que je pense qu'il y a quelque chose sur lequel on doit s'arrêter et on doit avoir la sincérité de le dire. Il serait difficile d'avoir de nouvelles connaissances dans ce domaine-là. Nous savons ce qu'il faut faire. Le problème n'est pas là-bas. C'est pourquoi nous ne le faisons pas. C'est là où se trouve la grande question. Donc, on a parlé de beaucoup de déclarations que nous avons au niveau de nos pays, beaucoup d'engagements qui ont été pris. Pourquoi? Pourquoi on ne passe pas à l'action? Et en cela, je me pose la question en réalité, mais comment les ressources externes peuvent véritablement aider dans ce contexte que nous sommes à accélérer? Parce que peut-être c'est un choc que nous avons aujourd'hui avec la perturbation des financements, mais c'est une opportunité où l'agenda aujourd'hui est approprié par les États. Et l'ensemble, je pense, de nos pays sont conscients de l'impact qu'il peut y avoir sur une certaine dépendance sur le financement du secteur de la santé qui est considéré comme un secteur de souveraineté. Et en cela, peut-être je voulais revenir sur certains points de comment l'aide externe, en réalité, peut renforcer la mobilisation des ressources domestiques dans une perspective de bâtir véritablement un système de santé résilient et souverain. Il y a un point qui est essentiel. Je pense que l'aide au développement doit être catalyseur. Il doit être catalyseur. Il ne doit pas être considéré comme souvent des ressources de substitution ou essayer tout juste de contourner le vrai problème en essayant d'avoir des ressources autres pour construire un système de santé que nous voulons résilient et un système aussi que nous voulons pouvoir avoir une certaine soutenabilité dans sa manière globale. Et en ceci, il y a l'alignement sur les priorités nationales.
Je pense que M. le ministre l'a dit, il a beaucoup insisté là-dessus, donc je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Mais je voulais tout juste faire remarquer quelque chose qui est assez simple. Quand on parle de l'alignement sur les priorités nationales, ce que les acteurs pensent la plupart du temps, ils se disent, mais l'alignement des ressources externes sur les priorités nationales. Mais dans le fait, dans la plupart des pays, quand on regarde le budget du ministère de la Santé, il n'est pas aligné aux priorités du ministère de la Santé. Vous pouvez faire l'exercice vous tous, en tant qu'autorité, acteur du ministère. Le budget, quand on le regarde de près, on se rend compte qu'il n'est pas aligné aux priorités. Pourquoi il n'est pas aligné aux priorités? Parce que la plupart du temps, sur les priorités, c'est des priorités au niveau global. La majorité, comme la santé de la mère et de l'enfant, le paludisme, le sida. Donc, de ce fait, il y a toujours des partenaires qui sont prêts à le financer. On peut se poser la question, est-ce que ceci est quelque chose qui peut rendre notre système de santé résilient? Est-ce que c'est quelque chose qui ne serait pas un risque de dépendance? Parce que la souveraineté, comme on l'a dit, en réalité est aujourd'hui plus ou moins une nécessité, mais c'est un choix. Et dans le choix, il faut accepter après le coût qu'il y a derrière. Et dans les éléments de coût, c'est de mettre les ressources nécessaires pour adresser les coûts qui pourraient être liés à cette dépendance. Donc c'est avant tout un choix. Et je peux donner l'exemple d'un pays que je connais plus ou moins, qui connaît des contraintes sécuritaires, à qui on peut penser que, par exemple, avec les problèmes de sécurité qu'il a, d'autres contraintes que nous avons nous tous, mais qui est aujourd'hui un des pays exemples dans la sous-région, qui a plus de 10% de 10% des ressources du budget qui vont au secteur de la santé. 10%. Et pourtant qui fait face limite à des questions de sécurité assez sérieuses. Donc je peux dire que c'est un problème de choix politique et stratégique avant tout. Et un alignement des ressources du gouvernement sur ses priorités. Plus ou moins, les ressources ne sont pas suffisantes. Et M. le ministre le rappelait la dernière fois lors de la dîner, nous sommes souvent des pays avec des ressources insuffisantes, souvent il faut l'accepter. Mais quand on accepte des ressources externes, il faut toujours avoir la perspective de bâtir un plan de transition qui permettrait au pays de ne pas rester dans cette dépendance limite éternelle. Donc, ceci est un élément sur lequel je voulais revenir. L'alignement en réalité, et le BFF, nous travaillons de manière très particulière sur cet aspect d'alignement, accompagner à bâtir les capacités au niveau des pays, le leadership nécessaire. Avec des outils qui permettraient éventuellement de pouvoir poser le diagnostic en termes d'alignement dans les pays, mais aussi de mettre un cadre qui permet de mesurer les efforts d'alignement dans la plupart des pays. On l'a fait dans quelques pays, en Éthiopie, au Burkina Faso récemment, au Nigeria, on est en train d'y travailler avec l'ensemble des acteurs et ceci peut se poursuivre dans d'autres pays. Je voulais revenir sur peut-être 2 points sur lesquels je voulais finir. Le deuxième point, c'est la nécessité de renforcer, c'est utiliser les ressources externes pour renforcer les capacités institutionnelles dans le secteur de la santé et la gouvernance. Et parmi les éléments clés de cela, c'est la digitalisation et le système d'information. Avoir la bonne information pour orienter les ressources là il faut. Pour renforcer un élément qui est assez particulier, l'efficience dans l'utilisation des ressources. Parce que nous savons, il y a des études qui l'ont démontré qu'il y a environ 20 à 40% des ressources qui sont dans le secteur qui ne permettent pas d'atteindre en réalité des résultats significatifs pour le secteur de la santé. Donc, c'est des ressources inefficientes. Et nous le savons. Mais pourquoi, nous le savons en même temps, pourquoi on continue toujours à ne pas mettre en œuvre les recommandations qui permettrait aujourd'hui d'avoir beaucoup plus d'efficience dans le secteur de la santé, en particulier sur la question de l'intégration des programmes dans nos pays. Donc je termine peut-être par ce point. Il a été soulevé, je pense, par les acteurs. Utiliser l'aide au développement, pas pour construire des agendas parallèles dans le secteur, mais l'utiliser dans la perspective d'intégrer nos programmes dans nos différents ministères.
La mobilisation des ressources domestiques, en effet, je pense, Dr Farba l'a rappelé, un des premiers éléments et le premier pas à franchir, c'est de s'assurer d'utiliser déjà les ressources que vous avez. Quand on parle de la mobilisation des ressources domestiques, le premier pilier et le premier pas à faire, c'est de s'assurer que ce que vous avez déjà, vous l'utilisez de manière efficiente. Parce que c'est ça qui crée l'espace budgétaire pour pouvoir prendre les ressources-là et les allouer sur d'autres priorités. Et ceci est un élément sur lequel je pense qu'on devrait un peu plus s'arrêter dans nos pays, parce qu'il y a de l'espace à ce niveau. Et on se pose souvent la question, est-ce que les gaps que nous identifions sont vraiment vrais ou c'est des gaps que nous créons? Mais ceci, peut-être, je n'ai pas la réponse, mais ça mérite beaucoup plus d'investigation, à mon avis, parce que nous n'avons pas le choix. Nous devons assurer la sécurité des populations, et pour cela, d'une manière ou d'une autre, la tendance que nous voyons, les ressources extérieures vont continuer à baisser, et c'est tout à fait normal. Comment maintenant nous pouvons compter sur les ressources, les pays peuvent compter sur les ressources, et avoir des stratégies qui leur permettent d'assurer à construire des systèmes de santé résilients avec une souveraineté, mais une souveraineté qui a un coût qu'il faudra supporter. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dieng. Vraiment des commentaires, des suggestions, je dirais, d'une grande pertinence. Merci beaucoup. En tout cas, quelques points que moi j'ai retenus. Pas de nouvelles connaissances dans cet espace. Il faut qu'on utilise les connaissances que nous avons déjà sur cet aspect. Il faut qu'on arrête d'aller d'évaluation en évaluation, de déclaration en déclaration. Il faut bien qu'on puisse utiliser ce que nous avons et qu'on sache pourquoi on ne passe pas à l'action. Cela me rappelle ce qu'une ancienne collègue ministre disait quand son ministère a été rebaptisé ministère de l'Action sociale au lieu du ministère des Affaires sociales. Elle dit « l'heure n'est plus aux affaires, l'heure est à l'action », exactement. Donc, et mieux utiliser l'aide extérieure, vous avez été clair là-dessus, et surtout l'alignement des budgets sur les priorités nationales. Et là aussi, c'est vrai, je pense que je suis bien placé pour me rajouter sur ce que vous avez dit. Quand on regarde la structure des budgets nationaux, surtout au niveau du ministère de la Santé, le premier titre, c'est souvent le remboursement des dettes. Le deuxième, c'est le salaire. Quand on passe au niveau des titres d'investissement et de services, souvent, le contenu véritablement est laissé aux partenaires, comme vous l'avez dit. Mais en tout cas, c'est bien noté, utiliser les ressources extérieures dans le renforcement institutionnel aussi. Merci beaucoup. La régie et les organisateurs nous disent que nous n'avons plus beaucoup de temps. Donc, peut-être que nous voulons prendre une réaction dans le panel. Monsieur le ministre. Non, c'est juste pour peut-être rebondir sur ce qu'a dit notre ami de la Banque mondiale. Est-ce que le budget des ministères est-il aligné aux priorités? Je vous dis non. C'est clair. Mais pourquoi maintenant? Parce que si je regarde le cas précis, par exemple, de Djibouti, 80% de mon budget, c'est les ressources humaines et c'est l'achat des intrants des médicaments. Il me reste 20% entre les différentes épidémies, les investissements. Et en général, souvent, nous travaillons dans les urgences. La plupart des ministres de la Santé, moi ça fait 4 ans et demi que je suis ministre de la Santé, souvent on est des pompiers, donc voilà, ça brûle quelque part, on y va. Ça brûle ici, et lorsque vous venez, vous êtes un jeune ministre, vous venez, vous avez des feux partout. Partout ça brûle, et ça bouffe beaucoup de temps. Donc vous n'avez même pas le temps de penser à tout ce que nous avons dit ici, qui en réalité sur le papier c'est très très bien, mais en général sur le terrain c'est extrêmement difficile. Moi je me rappelle, je suis pédiatre de formation, lorsque j'étais au CHU, je disais à 6 ministres
où ces gens-là qui sont au ministère, c'est des gens qui sont dans des bureaux, mais maintenant c'est une autre histoire. Vous comprenez, non? C'est une autre histoire et c'est très 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 difficile. Donc moi j'allais, mes derniers mots, surtout mettre l'accent sur la bonne gouvernance, la transparence. Nous sommes en train d'adopter par exemple chez nous le budget programme avec le ministère du budget. Nous sommes en train de voir comment on peut financer mieux la santé, la résilience, la rationalisation de ce que nous avons et surtout la prévention. La prévention parce que la prévention coûte moins cher que le thérapeutique. Les centres de santé qui font de la prévention donc coûtent moins cher que les hôpitaux, les CHU. Donc nous sommes en train de travailler en ce moment-là. La digitalisation, bien sûr, c'est bien, mais en général, souvent, nous avons l'impression que nos partenaires aussi ne financent pas ce que nous voulons aussi en général. Ce que nous voulons en général. Moi, par exemple, ça fait des années que je courais derrière la digitalisation. Enfin, ils font beaucoup de choses et ils nous accompagnent dans beaucoup de domaines, la Banque mondiale, l'OMS, Gavi, etc. Mais en général, la digitalisation, moi je suis preneur. Hein. Nous avons commencé à digitaliser, par exemple, la pharmacie, des achats de médicaments avec M-Supply. Nous avons, en une année, économisé 30% de nos coûts. 30% de nos coûts. Nous avons élargi à la vaccination et nous voulons maintenant élargir à toutes nos prestations la digitalisation. Mais où le trouver avec seulement 20% qui me reste? C'est ça le problématique. Donc je réponds à la question, c'est non. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, encore une fois, les organisateurs ont l'indulgence de nous accorder une ou deux grandes réactions vraiment de l'assistance, mais vraiment au niveau stratégique. Et pas de longs commentaires, je vous en prie, on me charge d'être l'arbitre, n'est-ce pas, de ces choix. Très très court, stratégique. Je commence par une femme. Oui, madame, vraiment court, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tout le monde, merci. Merci pour toutes les informations. Mais comme on n'a pas le temps, moi je voulais juste intervenir sur un point, les soins de santé primaires. Je crois que j'ai dit depuis Alma-Ata, l'OMS se répète, la prise en compte des soins de santé primaires, il y a eu beaucoup de politiques, santé communautaire, mais je pense aujourd'hui que la résilience de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique, passe par la valorisation des savoirs et savoir-faire endogènes en matière de santé. Je crois qu'il faut tenir compte de l'expérience des communautés, d'une économie locale, de la gouvernance locale, gouvernance endogène, de gérer les différents problèmes. Et je crois que les savoirs endogènes constituent un domaine transversal. Merci. Il va falloir qu'on y pense. Merci beaucoup. Professeur? Merci beaucoup. Très rapidement. Moi, je voulais juste alerter que cette question... Une minute, s'il vous plaît. Comment? Rapide. Je veux juste alerter. Cette question du financement, il y a la question de la paix sociale. Et je donne un exemple très rapide de ce qui s'est passé dernièrement au Maroc. La génération Z est sortie dans les rues. Pourquoi? Tout simplement pour dire attention, les marchés publics, tout ce qui se passe, etc., ça ne va plus, etc. Et que tout le monde est sorti. Donc, le gouvernement était surpris par cette génération donc, de jeunes qui sont sortis dans les rues pour dire basta dans l'éducation, basta dans la santé. Et tout ce qui se passe au niveau de la gouvernance, du financement et des marchés publics, on ne peut plus. Et donc, je dis bien, attention à tous les gouvernements, la question du financement dans notre continent africain, c'est une question de paix sociale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je regarde, oui, Dr Djibril. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'intervention, j'ai une toute petite question. Je m'appelle Djibril Diallo, je suis président directeur général du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora. Le docteur Hassan Ba a fait référence
à la contribution de la diaspora. Et la diaspora à 2 niveaux. Donc mon point, c'est au niveau des panels, comment est-ce que les stratégies nationales de financement de la santé peuvent-elles mieux mobiliser le capital et l'expertise de la diaspora, les 2 niveaux de diaspora, que des organisations comme le Réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora s'efforcent de connecter au continent. Très, très important. On en parle, on dit que la diaspora est la 6e région d'Afrique, mais comment est-ce que nous pouvons concrétiser cela sur le plan national? Je vous remercie. Merci. Il n'y a aucune question de ce côté. Il y a quelqu'un ici depuis un moment. Oui. Vous avez 30 secondes. S'il vous plaît, on vous attend. Merci beaucoup. Lamine Gaye, donc interne à l'Institut de santé et développement de l'Université Cheikh Anta Diop Dakar. Donc j'aimerais rapidement intervenir sur la taxation des produits nocifs. Souvent c'est bien adressé, mais taxer est une chose, mais l'utilisation aussi en est une autre. Donc quelle est la clé de répartition qui sera utilisée sur l'argent qui sortait de ces taxations? Parce que souvent, n'oublions pas également que c'est pour réduire la consommation, pas pour financer dans d'autres secteurs. L'autre élément qui me semble important, c'est la mobilisation du financement dans le cadre de la décentralisation. Donc je pense que notre maître est revenu là-dessus, surtout au niveau opérationnel, où nous avons les collectivités locales. Souvent, ils sont adressés, d'accord, ils sont pointés du doigt, d'accord, de ne pas participer effectivement sur... Mais est-ce qu'on pourrait davantage les accompagner dans la mobilisation des ressources locales propres, surtout dans le domaine du foncier, où il y a un élément qui émerge, d'où l'impôt indiciaire, d'accord, également. Précisément sur le cadre du partenariat, on avait la déclaration de Paris et le programme d'action d'Accra. On aimerait vraiment entendre les indicateurs, d'accord, sur la déclaration de Paris, notamment l'utilisation de ces systèmes. Merci beaucoup, merci. Oui, la dernière. Oui, merci beaucoup. Je suis le professeur Abdounian, je suis président de la Société africaine de néphrologie. Alors, ma question s'adresse aux panélistes, en particulier à Moucheba, et surtout par rapport aux maladies à soins coûteux. Moi, je suis dans le domaine de la dialyse et de la transplantation rénale. Est-ce que ces maladies doivent rester pour les pays riches qui peuvent se soigner et continuer à vivre? Est-ce qu'un Africain qui a une insuffisance rénale doit mourir parce qu'il n'a pas d'argent? L'État ne peut pas payer, c'est lui qui doit payer. Est-ce que dans la mobilisation des financements, est-ce qu'il y a de la place pour pouvoir permettre à des Africains de vivre avec des maladies aujourd'hui considérées à soins coûteux? Merci. Merci beaucoup. Donc, les panélistes, est-ce qu'ils voudraient prendre les questions? Répondre en 30 secondes chacun, s'il vous plaît. C'est qui répond? C'est moi? Oui, oui, allez-y, vous avez 30 secondes. Écoutez, je suis content de voir Djibril, mon frère, comment vas-tu? La question de Djibril, elle est pertinente à 2 niveaux. La première, je sais ce qu'il fait, hein, il fait beaucoup de choses à New York, partout dans le pays. C'est d'abord, il y a ce qu'on appelle un dispositif de mécénat de compétences. C'est-à-dire que nos frères et sœurs qui travaillent à l'étranger dans des grands groupes, ils ont aujourd'hui une possibilité, dans le cadre de la responsabilité sociétale, de venir 1 mois, 2 mois chez nous, d'apporter leurs compétences, ils gardent le salaire et c'est l'entreprise d'origine qui paye et qui paye les impôts. En termes de compétences déjà, c'est possible. Donc faire venir des chirurgiens, des médecins, des pharmaciens qui sont aux États-Unis, à Boston ou ailleurs pour venir accompagner les compétences constituées des hôpitaux, c'est possible. Et ça ne coûte rien à l'État. Mais c'est de compétences. Ensuite, sur la mobilisation des fonds de diaspora, je sais que tu le fais beaucoup. L'exemple que je donnais tout de suite, c'est que si chacun d'entre nous qui sommes à l'étranger donnait 1 euro et vous multipliez ça par le nombre d'Africains, on n'a plus besoin de banque. Et eux, comme ils donnent beaucoup d'argent quand leurs parents qui sont ici sont malades, on fait un système de péréquation et c'est l'hôpital qui gagne, c'est le système qui gagne et eux, ça leur fait des économies. Donc il y a 2 piliers d'intervention de cette diaspora. Je sais que tu as beaucoup d'idées, mais moi, à mon niveau, ces 2 idées-là, déjà, ont été testées dans d'autres pays et ça a donné des résultats probants, on pourra en parler. Sur la question des maladies à soins coûteux, vous connaissez la démocratie sanitaire, il n'est pas question d'oublier quelqu'un sur la route. Et ça rejoint un peu ce que disait M. le ministre avec ses 20%, c'est que par rapport à son budget, il doit couvrir toutes les pathologies, y compris les pathologies à soins coûteux. Maintenant, quelqu'un qui habite au fin fond du village et qui a cette pathologie-là,
il faudra trouver un mécanisme inclusif, assurance maladie, etc., pour qu'ils puissent quand même bénéficier de ce soin. Professeur, l'idée, c'est pas d'oublier quelqu'un. Je n'ai pas la réponse parce que je ne suis pas épidémiologiste, mais en termes d'économie de la santé, l'État doit mettre un mécanisme pour prendre en charge ces personnes-là. Voilà les 2 questions que j'avais. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre souhaiterait... Monsieur Dieng, court. Oui. Oui, je peux peut-être contribuer aux réponses. Je pense qu'il y a notre collègue qui a posé un peu sur des indicateurs qui sont liés aux aspects sur les différentes déclarations de Paris, tout ça. Je pense qu'il y a eu des avancées qu'il faut reconnaître aujourd'hui. Au moins au niveau conceptuel, il y a beaucoup de choses qui ont été développées qui permettent aujourd'hui de monitorer cet agenda sur l'alignement. Et il y a des expériences dans certains pays, en Éthiopie, je l'ai cité tout à l'heure, au Burkina Faso et dans d'autres pays où un diagnostic a été fait sur l'alignement, par exemple, et on a plus ou moins en train de bâtir un cadre qui permettrait de pouvoir suivre l'effort, autant du gouvernement que les autres partenaires, dans un esprit de co-création, à voir comment les pays évoluent en termes d'alignement. Je voulais rajouter un deuxième point. Un peu, c'est dans la réflexion que nous avons souvent dans le secteur de la santé. Le secteur de la santé n'est pas un îlot isolé du cadre macroéconomique d'un pays. Quand on parle de la taxation et tout ça, il faudrait faire très attention. La collecte des revenus sur les populations, que ce soit la taxation ou bien d'autres formes, mobiliser les trucs. Dr Faba le disait tout à l'heure, en fait, c'est quelle est la charge qui est déjà sur les populations. Quelle est la charge qui est déjà sur les populations et quelles sont les marges de manœuvre que nous avons. Nous avons qu'il y a une responsabilité pour la prise en charge des populations. Les revenus que nous collectons au niveau des populations, que ce soit les taxes ou bien différentes formes, peuvent ne pas être suffisantes. D'où l'intérêt d'utiliser les autres formes de mobilisation des ressources, comme les ressources externes. Je pense l'idée de ne pas dire, en fait, l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre, c'est de penser que de mobiliser les ressources externes équivaut à dire que c'est plus de dépendance ou bien un manque de souveraineté. Ceci, je pense qu'il faut faire attention là-dessus. Même dans les autres pays plus développés, plus ou moins, ils sont endettés d'une manière ou d'une autre. C'est comment utiliser ces ressources-là d'une manière stratégique, en gardant le contrôle sur les politiques. Donc, je pense que c'est cette réflexion qu'il faut ramener sur la table. Qu'est-ce qu'on appelle souveraineté? C'est quoi réellement? Je pense, si on répond à cette question, on va comprendre que ça n'équivaut pas à dire que être financé par les ressources extérieures amène à plus de souveraineté. Et d'autres pays que vous connaissez très bien, je peux ne pas les citer en Afrique ici, reçoivent énormément de ressources extérieures. Mais ils ont un système de santé aujourd'hui qui réclame une certaine souveraineté. Merci. Merci beaucoup. Merci. Cynthia? I want to make a plug for 2 things, just quickly. One, we have not discussed the private sector, but in this region, a lot of the services are provided by the formal and informal private sector. We can optimize that. The second thing I want to just say when we talk about money is we also need to be bold and begin to think about how we monetize health assets. For example, we know of a country whose money for blood transfusion was almost 100% paid for by donors, and I think it is the same for many countries. When that money was withdrawn, they not only had to fund blood transfusion program in the country, but they also found a way to sell the derivatives of blood. Right now in Africa, there are only 3 countries that export and make money from blood transfusion. Only 3 countries. There is space in what we do in health to make money and reinvest that money. One of the assets that every single country has right now is data. We had partitioned our data to donors. Now we're taking control of it. It's not just for us to use, we can actually make money from it. So I just wanted to make a plug for monetizing health assets also.
Merci beaucoup. Donc, juste 2 commentaires pour moi. Déjà, par rapport aux commentaires du professeur Chouli, je pense que c'est extrêmement important de nous assurer d'intégrer les jeunes et vraiment de nous assurer d'avoir cette paix sociale. Je pense que ça, c'est beaucoup revenu dans nos discussions ces derniers jours. Et peut-être par rapport à la diaspora en particulier, je voudrais faire peut-être une recommandation au Forum Galien Afrique, si c'est quelque chose qu'on peut noter comme plan d'action, et essayer déjà de voir avec les partenaires qui sont ici quel type de plan d'action on peut mettre en place et peut-être voir comment travailler ensemble sur cette question-là, parce que c'est vrai qu'elle revient systématiquement, mais il n'y a pas vraiment de plan associé. Donc, c'est ce que je voulais proposer. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. Je pense que nous avons, toutes les questions ont été gérées. Je rends le micro au Dr Sall. Merci Abdou, merci à tous, merci à nos panélistes. Je crois que c'était un sujet intéressant. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation qui doit nous obliger à réfléchir. Je crois que c'est M. le ministre qui le disait, cette perturbation doit être saisie comme étant une opportunité pour discuter politique. Je maintiens là-dessus, discuter politique. Nous pouvons avoir moins de besoin de financement. J'ai en face de moi le professeur Dian. Il sait bien que sur une action sur les déterminants de la santé, si nous agissons en amont, on peut avoir moins de besoin de financement et à ce moment-là, on sera encore plus efficient et plus écouté par les décideurs. Je crois que nous avons, nous, une obligation dans le système de santé à faire la démonstration d'efficience à tout moment. Qu'on le veuille ou non, ça me fait penser à un de nos profs à Lyon qui disait « Ce qui gêne, c'est que quand les parlementaires votent le budget, ils sont en bonne santé. » En général, la santé, on l'apprécie que quand on ne l'a pas. Donc il nous faut l'intégrer et travailler encore une fois à le démontrer, à montrer aussi ce qu'on fait de bien. Je crois que c'est important quand on parle de souveraineté sanitaire de fêter nos champions. Moi, je suis je suis convaincu que nous avons de bonnes pratiques, mais elles sont inconnues. Les gens vont soigner parce qu'ils ne savent pas que ça se fait ici. Donc à nous de démontrer cela et à ce moment-là, nous aurons des alliés naturels. La société civile sera là pour appuyer ce qu'on fait, pour faire en sorte que l'État mette des moyens. Et je voulais finir aussi cette intervention en insistant sur la nécessité de revenir encore une fois à ce qui coûte le moins. Ce n'est pas forcément ce qui est moins bien. Une pratique médicale moins coûteuse devrait nous permettre de mieux utiliser les ressources. Donc je vais m'arrêter là. On a une contrainte de temps. C'est un sujet qu'il faudra en tout cas continuer à traiter, mais en l'abordant aussi sous l'angle de politique et programme de santé. Le financement de la santé, c'est le financement de politique et programme de santé. On ne peut pas faire l'économie de cette discussion de pertinence de politique. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Et aussi, quelqu'un a dit que nous ne pouvons pas utiliser l'argent comme nous voulons. C'est vrai dans une certaine mesure, mais il y a une marge de manœuvre. Je parle d'expérience. J'ai un représentant de la Banque mondiale qui, dans une vie antérieure, était un vis-à-vis. J'étais du côté du ministère de la Santé, il était du côté de la banque. Il venait avec ses sous et je disais, nous, c'est ça qu'on veut. Voilà. Et puis, je me levais, je partais. Et le lendemain, il venait me voir, mais tu ne penses pas que... Et finalement, on faisait ce qu'on voulait. Je crois qu'il faut aussi que l'on applique un principe qui est venu des partenaires. La déclaration de Paris parle de l'alignement. Ça veut dire que les partenaires doivent s'aligner. Mais pour qu'ils s'alignent, il faut un fort leadership national. Et malheureusement, c'est ça qui manque. Quand on discute avec les fonctionnaires, parce que moi, j'ai eu la chance de faire des va-et-vient entre l'OMS et le ministère. Va-et-vient, 4 reprises. Et je crois que les partenaires ne voulaient pas trop que je sois du côté du ministère. Parce que comme je venais de chez eux, je savais bien qu'ils étaient flexibles. Ils jouent au dur, c'est sûr. Mais à nous de dire ce qu'on veut. Et je crois qu'il faut qu'on soit aussi bon dans la définition des politiques, dans la planification, dans l'estimation de nos besoins et dans une démonstration continue d'efficience. J'insiste là-dessus, nous ne sommes pas efficients. Voilà. Merci. Merci. Et juste préciser que vraiment, vous avez été très pertinent. Monsieur Abdourahmane Diallo, docteur, et Farba Lamine Sall, transmettez vraiment nos remerciements et nos félicitations
à tous les intervenants. Merci encore une fois. Merci. Alors, professeur Seck, vous allez rapidement nous faire part des grandes surprises juste avant la pause café. Merci beaucoup, MC. Encore sous vos applaudissements pour nos... Voilà. Alors, la première des choses, avant d'aller à la pause café, qui sera prise dans les salles, plus dehors, puisque nous allons, dans cette salle-là, faire le premier panel suivant, qui va porter sur la production locale, la souveraineté médicamenteuse, et c'est dans cette salle-là. Dans la deuxième salle, BC01, qui est un peu à l'entrée, alors se tiendra le panel sur la souveraineté vaccinale. Mais nous voulons vous demander encore 1 minute de patience pour nous permettre de récompenser des personnalités qui, hier, nous ont entretenus avec de belles communications durant le dîner des doyens. Donc, le premier trophée de remerciement sera octroyé au président de l'Académie nationale des sciences et techniques de la santé, M. Oumar Touré, et ce trophée sera remis par le vice-président de Ghanien Africa, le docteur Michel Sidibé. Alors, j'appelle le professeur Papa Salif Sow, s'il est là, ou professeur Gallo ou professeur Papa Salif Sow, quelqu'un de l'Académie pour prendre le trophée. Ok. Ok, très bien. Donc, on remettra à quelqu'un le trophée. Le deuxième trophée est décerné au professeur Roda Wanyenze, qui a fait une excellente co-modération hier durant le dîner des débats. Et ce trophée lui sera remis par le docteur Abdourahmane Diallo. Ah, même avec... voilà. Est-ce que le professeur Roda est dans la salle? Elle a bougé. Bon, c'est pas grave. Alors, nous avons le docteur Bambagay. Bambagay, est-ce qu'il est dans la salle? Docteur Bambagay. Ah, très bien. Bon, vous allez. J'appelle aussi le professeur Obiageli Nodou. Allez-y. Allez-y. Alors, j'appelle ensuite le docteur Alassane Beng. Et enfin, Cynthia de Gates Foundation. S'ils sont là, ils sont priés de venir récupérer leur trophée. On va faire la photo de groupe et après, on va se dire à tout à l'heure. Ok, remettez tous les trophées à M. Michel Sidibé, qui à son tour va les remettre au lauréat. Merci à tous les récipiendaires. Merci également à tout l'ensemble du comité d'organisation. Oui, l'Académie des sciences, oui, allez-y. L'Académie des sciences, oui. Merci. Congratulations. Oui, amenez les autres. Oui, c'est bien marqué les noms. Michel, vous appelez. Voilà, pour Cynthia. Cynthia, c'est la Fondation Gates.
Monsieur Alassane Beng, chef du projet. Oui, il est là, Alassane Beng. Vous pouvez garder pour Cynthia. Alors, on va prendre la photo de famille avant de se quitter. Voilà, on va... Voilà, merci.